Salut l'équipe, je me lève et tu me bouscules, je regarde tes stats et je n'en reviens pas comme d'habitude. Et oui, comme d'habitude, en play-off, tu leur as fait l'amour. Et oui, comme d'habitude, tu as marché sur ta conférence pour t'offrir une finale, comme d'habitude. Et oui, LeBron James en finale NBA, c'est devenu un pléonasme comme dire que fumer est mauvais pour la santé ou que le small ball de Mike D'Antoni ne marche pas. LeBron James en finale NBA, c'est devenu une évidence comme acquitter un policier aux États-Unis. Et oui, je vous l'accorde, il y a des habitudes moins cool que d'autres. Une de perdue, 10 de retrouvée à ce qu'il paraît. Enfin, pour LeBron, c'est 6 de perdue. Mais peu importe qu'il gagne ou qu'il perde, LeBron James en finale NBA, c'est toujours un grand événement pour ses fans ou pour ses haters. Et rien que pour ça, un grand merci LeBron. Reach my peak. Bring a diamond around me. It's a Salut l'équipe, on est mardi et c'est exceptionnellement le First Day Show. Et oui, exceptionnellement un mardi, le First Day Show, car demain, mercredi, commencent les grandes finales NBA entre les Los Angeles Lakers et le Miami Heat. Donc évidemment, aujourd'hui, on va se faire une grande preview de ces finales-là. Et finalement, qui dit grande preview, dit grande personne dans ce canapé avec Thomas et Nico. Ça va les gars? Ouais, toi? Ça va super. On est chaud pour ces finales? On est très chaud. On est très chaud. Ça commence dès demain. On a l'impression finalement qu'on est déjà sur la fin de la bulle. Et on a l'impression, je ne sais pas vous, mais que c'est passé très vite au final. C'est passé très vite. Hein. C'est passé très vite. Vous n'avez pas cette sensation un peu bizarre? Totalement, ouais. Les playoffs sont passés très vite. Pourtant, la bulle a commencé quoi? Le 23 juillet? C'était le 23 juillet. Comme ça, ouais. C'est il y a très longtemps pour le coup, le 23 juillet. C'est passé beaucoup de choses entre le mois d'août et le mois de septembre. Mais on est déjà au final NBA avant le mois d'octobre. Donc écoute, tant mieux parce que c'est le moment qu'on attendait depuis très longtemps. Et déjà, il y a des finales NBA qui ont lieu pour la saison 2019-2020. Et ça, c'est une prouesse en soi. En soi. Du coup, nous, on a un dispositif, comme d'habitude, un petit peu particulier. Thomas, explique-nous tout ça. Alors, on sera en direct comme chaque année, mais cette saison, ce sera sur Twitch. On fera des previews donc, juste avant chaque match. Donc, ça commence mercredi, ce sera à 23h. On fera les forces en présence, qu'est-ce qui va se passer dans ce match-là. Une belle partie aussi sur les paris sportifs avec Paris Sport. Et puis, comme chaque saison aussi, nous serons en direct juste après le match. Alors, difficile de donner une heure, mais en général, lorsque le match est à 3h, qu'on regarde en même temps tous ensemble sur les réseaux, eh bien, c'est à 5h30. En gros, 5h30, 6h qu'on a ce débrief-là. Et puis, ce sera ensuite en VOD dans la foulée sur YouTube. Donc, on essaiera que les titres ne donnent pas d'informations pour ceux qui veulent regarder les matchs au matin. Pas de spoiler. Pas de spoil. Et puis, voilà, on fait ça pour vous. Et on fait ça surtout tous ensemble. Ça va être très cool. Avec des invités, comme chaque année. C'est toujours un grand moment de faire ces finales en live. Oui. Moi, j'ai acheté mon tube de Berocca. Ah bah voilà, je sais pas pour vous. Nico, tu viendras faire une petite finale avec nous, une petite nuit blanche? On va voir. Non, mais on va tu dis essayer. ça parce que c'est vrai que c'est compliqué. Tu t'entraînes dur. très tôt le matin. Pas loin. Et donc, au moment où en fait on ferait ces débriefs-là, tu seras à l'entraînement, donc ça va être compliqué. On va voir comment on peut. On verra. Mais Steph, vrai, on t'attend par contre. Hein. Lui, il n'a pas le choix. Ouais. Et on sait que lui, c'est un papy couché à 22h, mais Steph, on t'attend. On a fait le tour, mais si on est prêt. Bah, bien sûr. Allez, c'est parti pour un grand focus sur et une grande preview, pardon. Pour ce final, je suis un peu ému, c'est pour ça. They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Messieurs, Lakers Heat en finale, c'est inédit. J'ai jamais assisté à ces deux équipes, de voir ces deux équipes s'affronter en finale. On va voir un petit peu leur parcours dans ces playoffs-là. À la base, si les Lakers sont en finale, c'est pas vraiment une surprise. De voir Miami, même si après coup, on se dit oui, c'était les plus forts à l'Est, mais quand les playoffs ont commencé, on avait du mal à imaginer le Heat en finale. Pourtant, quand on voit leur parcours, ils n'ont pas laissé place à grand-chose, les gars. C'était pas une surprise de voir en fin de conférence. On a toujours dit que c'était peut-être l'équipe qui avait les moyens de taper Milwaukee. Mais de voir la taper Boston derrière ou ce qui était... Parce que moi, j'ai plus Toronto en fin de conférence. Moi aussi, toi aussi, d'ailleurs. J'ai eu du mal passer Toronto.
Mais les voir en finale, ouais, c'est. En finale de conférence, non, en finale NBA, un petit peu, ouais. De toute manière, ils sont donc 5e de la conférence Est. C'est la 3e fois de l'histoire qu'on voit un finaliste qui n'était pas dans le top 4, donc avec l'avantage du terrain, qui ne veut rien dire cette saison. Hein. Mais en finale, quelles que soient les conférences, on se souvient évidemment des Houston Rockets en 95 qui sont allés chercher le titre, et puis tes fameux Knicks en 99 qui étaient allés en finale, qui avaient perdu contre les Spurs. Ils étaient 8e, carrément. Ils étaient 8e. huitième, C'était ouais, 8e. C'était la conférence Est. Et ils avaient à battu l'époque, Miami hein. au premier tour. Tout à fait, Exact. à l'époque, pour être très complet. Donc, d'un point de vue stats, factuel, ça reste une surprise. Maintenant, la bulle porte bien son nom, c'est une bulle. Il s'est passé beaucoup de choses et Miami fait partie de ces équipes qui nous ont enthousiasmés. Ça avait commencé déjà dans la saison quand il y avait du public. Mais ce qui nous a impressionné de toute manière dans le parcours, c'est la sérénité et les certitudes qu'ils avaient dans le jeu. Donc, c'est pas étonnant finalement de les voir en finale. C'est un peu ça, c'est que quand on les voit jouer, on se dit que c'est pas étonnant, mais tout le monde disait, beaucoup ont dit, je sais pas pourquoi beaucoup sentaient Miami comme une surprise. Mais tu vois, c'est une Ouais, surprise, voilà, mais qu'on exactement. sentait venir. Ouais. Et un petit peu, Oui. c'est exactement ça en fait le hit. C'est une surprise qu'on sentait venir parce qu'on a vu une équipe tellement sûre de ses forces. On va l'expliquer pourquoi d'ailleurs un petit peu plus tard. Et on voit cette saison, donc leur bilan 5e quand même de la conférence Est. C'était une équipe, même avant que ça s'arrête, qui était plutôt cool à voir jouer. On était quand même loin de s'imaginer de les voir en finale. En tout cas, aujourd'hui, il n'y a pas grand monde qui n'est pas content de voir le hit en finale. Un petit mot aussi sur les Lakers. Justement, on avait fait ici une émission où on s'était posé la question, est-ce qu'il faut s'inquiéter pour les Lakers? On se souvient que le début de la bulle n'avait pas été très convaincant. On se posait des questions sur l'état de forme de LeBron. Est-ce qu'il allait réussir à se mettre en marche? Bon, mais une fois que les playoffs ont cliqué, là pour le coup, ils ont enlevé tous les doutes éventuels qu'il pouvait y avoir. L'expérience a encore une fois parlé pour le King. Le fameux bouton playoff, on en a beaucoup parlé effectivement avant le début de ces playoffs-là. Il y avait des inquiétudes sur la forme, sur ce qu'avaient proposé en fait collectivement les Lakers. Mais la réalité, c'est qu'ils se sont mis en ordre de marche. Quand tu vois ces 3 séries qu'ils ont terminées à chaque fois en 5 matchs, avec eux aussi énormément de certitudes. Et puis aussi le fait que les Clippers chient dans la colle et ne nous offrent pas cette grande finale de conférence qu'on attendait tous. Eh bien, leur plus grand concurrent dans la conférence Ouest, eh bien, s'est fait sortir. Derrière, ils avaient le tapis rouge en fait pour y aller. Et ils ne se sont pas fait prier. Et ça, c'est à mettre clairement parmi les très bonnes choses de ces Lakers. Ils sont en finale NBA. Le premier est en finale NBA. En début de saison, c'était leur espoir, en tout cas, avec le titre, clairement. Nico, est-ce que tu as été inquiet pour ces Lakers, toi, quand il y a eu ce restart? Au contraire, j'aurais été inquiet pour eux si la saison avait fini normalement. Parce qu'ils auraient bataillé pour la première place, donc énergie utilisée par LeBron. Puis les playoffs, là il y a eu 3 mois de repos, 3-4 mois de repos, donc il a 35 ans. Ok, c'est un surhomme, ok, c'est un monument, tout ce qu'on veut, ça reste quand même entre guillemets humain. Donc c'est 3-4 mois de repos, et puis après, là, au début de la bulle, ils n'ont pas forcément forcé pour choper la première place, car ça ne servait plus rien d'avoir l'avantage du terrain. Puis ils l'ont eu dès le Ils l'ont eu début, très vite, ils ont Ils ont bloqué la 2e place d'entrée, donc il est frais là, il est physiquement, il est bien. Ça aurait pu être différent s'ils avaient été au mois de mai-juin, ils la battaient différemment, faire les playoffs à Houston, faire les playoffs avec, il n'y a pas les voyages, il n'y a pas les vols, il y a tout ça en moins qui prend sur le corps. Il a juste à faire 10 minutes de bus pour rentrer à l'hôtel tous les soirs. Donc il y a tout ça qui rentre en facteur. Et c'est pour ça qu'il est monstrueux physiquement, parce que 38, 16, 10, Oui, dans le match 6, dans le finale match de 5. conférence. relou. Mais alors là, on parle de LeBron, mais je trouve que moi j'avais des doutes aussi sur les Lakers, sur le jeu proposé. Je voyais des Caldwell Pope au bout du rouleau. Je voyais un Rajon Rondo qui avait du mal, qui était blessé, puis qui arrivait et qui manquait de rythme. Enfin, il y avait de quoi avoir certaines inquiétudes, parce que certes, LeBron est magnifique, mais Caldwell Pope est devenu un joueur très, très, très sérieux sur le côté. Rajon Rondo est magnifique. Anthony Davis fait du Anthony Davis. Dwight Howard, là, sur les finales alors qu'il a été benché complètement face à Houston, stratégiquement parlant, ça n'avait rien à voir avec lui, ce qu'il est capable de, ce qu'il a fait face à Denver. On a vu quand même aussi des mecs autour de LeBron exploser, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, ces Lakers sont les grands favoris de cette finale. L'équipe, en fait, elle a été construite pour ça, Elle n'a pas été construite pour la saison. C'est une équipe de playoff. Eux, ils ont juste fait ce qu'ils avaient à faire, le minimum syndical pendant la saison. Je pense que les Clippers avaient besoin d'être premiers, ils devaient être premiers. Si la saison, entre guillemets, était normale, ils devaient être premiers, ils n'avaient pas le choix. Mais eux, ils n'avaient pas cette pression-là, en fait, parce que c'était une équipe de play-off. Ce sont des joueurs de play-off. Ce pas des joueurs de saison, entre guillemets, à part LeBron et Anthony Davis. Maintenant, ce qui fait la force de Rondo depuis 4-5 ans,
c'est playoff Rondo. Ouais, Et ça, c'est vrai, c'est vraiment playoff Rondo. Danny Green, pareil. Danny Green, c'est un joueur de playoff finale NBA, c'est pas un joueur de saison. Bon, il y a des hauts débats, mais là, je pense qu'en finale, ça va repartir. Donc, doit être pareil. C'est intéressant puisqu'on arrive donc sur un sujet sur lequel on veut éventuellement évidemment aller, c'est l'expérience. L'expérience entre ces Lakers-là et le Miami Heat. Alors, c'est deux équipes qui connaissent déjà les finales NBA, un peu plus les Lakers que le Heat. Mais côté, si on prend les bonhommes chacun, on va voir côté Lakers l'expérience des joueurs qui ont joué des finales face à l'expérience des mecs du Heat. Vous allez voir qu'il y a quand même un énorme différentiel. On peut commencer avec les Lakers. Parfait, il y a le banc, il y a le. T'inquiète pas, je vais le prendre. Le banc donc va jouer sa 10e finale en 17 saisons. J.R. Smith, Danny Green, J.R. Smith seulement sa 3e. 3 avec. Quatrième. C'est sa 4e là aujourd'hui. Avant celle-ci, ça, C'est 9, c'est avant celle-là. C'est avant celle-ci. D'accord. LeBron 9, tu vois. Donc, Oui, non, bien sûr. Oui, ça je sais. Mais Rajon Rondo donc, ça a déjà joué 2 finales. Jamal Magui 2 finales. Et Quinn Cook avec les Warriors, vous le savez. Dwight Howard une finale en 2009 face aux Lakers, justement. Et Caruso, Morris, Caldwell Pope, Anthony Davis et Kyle Kuzma vont découvrir ce niveau-là. Mais on se rend compte quand même que les joueurs, pas mal de joueurs importants ont déjà cette expérience-là, contrairement à ceux du Heat, où finalement ils sont très peu à avoir découvert, à avoir déjà joué des finales. Alors on sait qu'André Iguodala, il n'est pas fou lui. Ça va être sa 6e finale consécutive après 5 joués avec Golden State. Et Udonis Haslem en capitaine de route, vétéran de vestiaire, donc a déjà joué 4 finales, même s'il n'a aucun temps de jeu dans cette équipe-là depuis 2 ans même déjà. Par contre, pour tous les autres, c'est une grande découverte. Et on ne le découvre pas maintenant. Les finales NBA, c'est toujours le step ultime, Nico, de toute manière, pour les joueurs. C'est clair. Bah oui, c'est le but de tout joueur NBA, c'est d'arriver à ce niveau-là et de jouer ça. Même si c'est particulier, c'est quand même, ça reste quand même, il faut quand même y aller, il faut y arriver. Et Miami l'a fait là. Si on se focus sur Miami, les Lakers, voilà, on a vu le nombre de matchs cumulés, de séries cumulées qu'ils ont en fait NBA, donc ça c'est pas une surprise. Mais j'ai lu un truc et ça me fait, je trouve ça un peu vrai, c'est que ça fait penser beaucoup à la fenêtre 2004. Le fameux Détroit Pistons l'expérience des Lakers et Détroit. Ça a l'air de mieux se passer dans le vestiaire des Lakers. A priori, LeBron il veut bien faire des passes Anthony Davis. Ça fait une énorme différence. Mais entre l'expérience des Lakers où il y a des bagues avec le coach qui avait toutes les bagues et contre, je sais même pas si un mec, s'il y avait peut-être un ou deux mecs qui avaient fait des finales mais ils jouaient pas, mais tout le 5 était à 0 finale NBA, ça a fait pas mal penser à ça. Donc, il y a un peu de ça. L'histoire peut être aussi côté Miami, de ce côté-là, ou Lakers. C'est vrai que l'expérience sur le terrain, en tout cas des joueurs, elle est côté Lakers, mais côté coaching staff, avec Eric Spoelstra, c'est quand même sa 5e finale. 5e finale, il a gagné 2 fois. On reviendra tout à l'heure sur le duel des coachs, mais là, pour le coup, dans la préparation. Il n'était pas assistant en 2006 ? Si, possible. De toute façon, il est dans le staff depuis des années. Mais en tant que head coach, on en reviendra tout à l'heure sur le duel des coachs, mais là, il y a un vrai avantage quand même côté Miami. C'est pas faux. Puis il y a quand même il connaît la bête. Il connaît la bête en face. Je suis pas sûr qu'ils soient très potes encore, mais. Ça peut-être, aucune idée. Je sais pas, moi, quand un mec veut me virer, a voulu un jour me dire, faut le virer, je suis pas sûr qu'après j'ai envie d'aller manger au restaurant avec lui. C'est une autre histoire. On va un petit peu rentrer aussi dans le détail. On va voir un petit peu dans le 5 avec qui pourrait commencer ces finales-là. Et côté Lakers notamment, pourrait y avoir un petit ajustement au vu de ce qu'on a vu sur les finales de conf, Nico, notamment avec Dwight Howard, que nous on a. Allez, on s'est mouillé un petit peu, on l'a mis titulaire à la place de Jamal Magui, parce qu'en face, on a adoré son travail de sable sur Nikola Jokic. On se dit qu'en face, avec le rayonnement de Bam Adebayo lui aussi en finale de conf, c'est peut-être pas mal de commencer avec le père Dwight. Il a gagné sa place. De toute façon, il a clairement gagné sa place, et ils l'ont pris pour ça. Là, dans la raquette, tu as peut-être 2 des 5 meilleurs défenseurs intérieurs de la décennie, avec Dwight et Anthony Davis. Donc quand tu arrives à ce moment-là, la saison, tu peux t'assurer ça. Oui, sur ce que Dwight vient de montrer depuis 2-3 matchs, tu le lances sur Bam, parce que Bam est très très chaud en ce moment. De toute manière, il y a aussi une affaire de profil. Jamal Magui est un joueur très grand, avec de très longs membres, qui est capable de courir, mais dès qu'il faut se déplacer face à un attaquant sur son poste qui est capable de changer de direction, Jokic est évidemment capable de faire ça. Bam est encore plus physique que Jokic, donc est capable de jouer en face-up et donc de l'attaquer. Jamal Magui a plus de mal face à ce type de profil-là. Dwight Howard est un tout petit peu plus petit, mais il a des cannes de feu. On connaît Dwight Howard depuis 15 ans maintenant. Et tu sais, je repensais à Dwight et à son histoire, au-delà de ses années précédentes, mais même avec les Lakers.
Dwight Howard, il doit pas être dans le roster, vu que c'est DeMarcus Cousins qui doit être là, qui se fait les croisés avant le début de la saison. Et on se souvient que Joakim Noah avait passé lui aussi des meetings avec les joueurs, et c'était Rajon Rondo, LeBron, un peu les vieux sages des Lakers, qui avaient choisi Dwight Howard parce qu'il avait l'air de... Il t'était pas convaincu. Moi, j'étais pas convaincu, Je me parce que souviens. j'avais vu, enfin, on a tous vu, alors t'as joué avec Dwight. Il a choisi Dwight Howard, t'es sûr? Ah, t'as une autre... Ah, ok. Alors dis-nous. Dis-nous. Non, je dirais pas. En tout cas, on a eu l'impression que Dwight Howard, c'était le choix des joueurs. Ce que j'avais entendu. C'est pour ça qu'il avait été signé. On rappelle, Nico, que tu as fait une saison avec Dwight. C'est quand même un mec qui a quand même une carrière un petit peu particulière, qui est un petit peu particulier aussi dans la vie de groupe, dans un vestiaire. Est-ce que cette espèce de renaissance comme ça, elle est due aussi quelque part au contexte Lakers et à LeBron James? Il avait besoin d'une superstar pour le recadrer. Je pense qu'il avait un moment de sa carrière où il fallait vraiment qu'il recadre certaines choses, quoi, et même qu'il en comprenne que c'est plus une superstar. Il a mis du temps. Ouais. Et je pense que c'est plus un franchise player. Je peux comprendre que ça prenne du temps pour certains joueurs qui sont tellement au top, des gloires, des partout, first team all NBA, match All-Star, tout. Et de se dire, ouais, c'est plus mon niveau, c'est plus mon rôle. Et Dwight a mis peut-être un peu de temps à comprendre ça, je pense. Comme Carmelo. C'est ça, ouais. Et là, je regarde cette année, Carmelo l'a compris et Dwight l'a compris. Et là, il est extraordinaire dans ce rôle-là. C'est vrai. Et il change tout quand il est là, les matchs qu'il fait en fin de conférence, mais et c'est très très bien, c'est ça qu'il doit faire, parce qu'il n'a pas besoin de faire plus. T'as pas besoin, tu peux être extraordinaire sur certains domaines et rendre une équipe beaucoup plus forte que de forcer à vouloir faire quelque chose d'autre. Attends, par contre, on peut revenir sur le truc d'avant là. Ils l'ont pas choisi du coup les joueurs? Ah, mais je sais pas, non. Moi j'avais une autre question. Mais toi, t'as pas essayé de lui dire quand il était à Hornets, gros, t'es plus une superstar? Non, parce qu'avec nous, on n'avait pas les mêmes attentes, rôles, les mêmes ambitions. Mais je trouve qu'il était encore très fort. Mais il était encore très Hornets, fort. attends. Il tournait à 17 et 12, comme ça. Il a fait un match à 31 rebonds. Enfin, c'était costaud. Il reste une année. Donc c'était quelque part aussi lui dans sa tête, Ouais. il était pas. Et puis il est très. Tu pensais qu'il Et il était est très, prêt hein. quand tu le voyais faire, que c'était il n'y a pas si longtemps que ça, c'était il y a 2 ans? 3 ans. 3 ans. 2018. Ouais. 2017, Donc 2018. 2 ans. C'est ça, 3 ans. Tu imaginais qu'il soit capable de ça? Parce que 2 ans finalement c'est très court. Non. Bon, honnêtement, non. Parce qu'après, il a été envoyé, je sais plus, à Washington, je crois. Et Atlanta, non, à Charlotte. Brooklyn. Atlanta, Charlotte, il est coupé à Brooklyn direct, je crois. Il est coupé à Brooklyn, il signe à Washington. Ouais. Et après, il il l'a envoyé à Memphis. Et Memphis le coupe encore, tu vois. Donc, Belle fin de carrière, Dwight. tu vois, il s'est bien acheté. donc il a compris peut-être, voilà quoi. Et je suis content pour lui parce que c'est pas un mauvais mec. C'est pas un mauvais mec. Je pense qu'il a eu du mal à accepter certaines choses. Et il l'a fait. C'est un petit peu la jurisprudence Vince Carter, c'est d'accepter au fur et à mesure de la fin de ta carrière des nouveaux rôles. Lui, il a compris très vite, d'autres ont mis un peu plus de temps. Visiblement, ils sont Mais mais j'adore la comparaison avec Melo, alors c'est pas du tout les mêmes joueurs, mais d'accepter des fois un rôle un peu plus secondaire. Puis alors quand tu es aussi fort que Melo, ben, tu peux quand même t'éclater. Il doit être Howard, on voit vraiment, ça fait plaisir de fou de le voir comme ça. Je connais pas grand monde qui me dit ah ça fait chier Dwight Howard, on est content de le revoir comme ça. En tout cas, pour revenir sur la série, il y a un truc, moi, qui va être très important de toute manière par rapport aux 5 majeurs et aux différentes line-up proposées par les Lakers, c'est qu'aujourd'hui ils sont capables de jouer avec Dwight Howard et Anthony Davis, Javel McGee et Markieff Morris, Kyle Kuzma et Anthony Davis, LeBron et un pivot. Donc ça va être marrant de voir l'ajustement, puisqu'entre les Rockets, la série face aux Rockets, la série face à Denver, ils ont décidé de jouer très petit avec Markieff dans le 5 majeur très grand. et Anthony Davis, ou très grand effectivement avec Javel McGee ou Dwight Howard dans le 5 majeur. Donc ça va être intéressant de voir rapidement les associations d'intérieur de Frank Vogel, parce que Bam est le seul intérieur, Kelly Olynyk joue très peu sur la fin de la finale de conférence, voire pas du tout, et Jake Crowder est un poste 4, poste 3-4 qui joue 100% à l'extérieur. Donc à voir les ajustements en cours de série. Là, on a mis Dwight Howard pour un ajustement côté Lakers. C'est ce qu'on peut imaginer, un ajustement côté Heat. On sait qu'Eric Spoelstra a réduit la rotation terrible. Il joue quand même de temps en temps, 5 minutes. Ah ouais. Bah, C'est après, le non, huitième, tu pourras ressortir un Olynyk ou un Myers Leonard sur des 5 Myers, ils vont l'envoyer 5-10 minutes à mettre 2-3 brins et ça peut arriver ça. On l'a vu contre Milwaukee, c'est ce qu'il a fait avec Milwaukee. Olynyk pareil, il peut les envoyer parce qu'ils sont tous Il a fait parce prêts. qu'Olynyk était blessé, je crois. Ils sont tous prêts physiquement à jouer à Miami. C'est là où ils sont forts, Miami. Il peut envoyer John Jr. sur une mission. Et c'est là où ils sont costauds, Miami, où ça va être une finale intéressante, c'est qu'ils ont littéralement 13 joueurs qui peuvent jouer à n'importe quel moment, quoi. On parlait de mecs prêts physiquement, ça me fait penser à Jimmy Butler et forcément LeBron James. Ça va être le duel
le duel de cette finale, alors il y en aura d'autres, on va voir tout à l'heure, mais évidemment. ce duel-là, Jimmy Butler face à LeBron James, on sait que voilà, on voit les stats des deux, ils sont tous les deux magnifiques de leadership dans ces playoffs-là. Et je sais que Jimmy Butler, il l'a dit d'ailleurs, il a déclaré que pour faire de grandes choses dans une carrière NBA, il fallait forcément battre une équipe de LeBron. On imagine qu'il va arriver avec les dents longues, et on sait qu'aussi LeBron, quelque part, arrive en finale avec les Lakers. S'il gagne avec les Lakers, sa legacy, elle prend encore plus d'importance. Ça va être un duel, les gars, incroyable, même si on imagine qu'ils vont défendre l'un sur l'autre. mais Ils ça. vont C'est pour ça qu'on choisit aussi ce duel, parce qu'évidemment, ce sont les deux leaders des deux équipes, les franchise players, les visages de la franchise, il n'y a aucun doute là-dessus, mais parce qu'ils vont défendre l'un sur l'autre, parce qu'ils ont les profils, les morphotypes, et aussi, on l'a redécouvert avec LeBron sur Jamal Murray dans le match 4, ben, ils ont le challenge et le défi en tête. Et pour moi, LeBron, s'il veut gagner cette série, il doit dominer Jimmy Butler. Et Jimmy Butler, même si c'est pratiquement impossible dans les stats, Jimmy Butler, dans les fins de match, doit dominer LeBron James. Donc il y a un espèce de truc, voilà, ils sont chacun, c'est deux boxeurs, quoi, ils sont chacun dans leur coin, et maintenant on va voir qui sera capable de prendre le dessus sur l'autre. Jimmy Butler, c'est un mec qui est plein de challenges. Toute sa carrière, il a vécu avec du challenge. Là, c'est le challenge ultime de sa carrière. Oui. Là, oui, il est en train de fermer beaucoup de bouches quand même. Hein. Il ferme beaucoup de bouches et c'est intéressant, surtout si les matchs sont serrés, parce que LeBron est clairement, même s'il l'a fait auparavant, mais surtout sur ses playoffs, il est vraiment en train de montrer qu'il peut close un match seul, sans qu'on lui crée un tir, un pick and roll, c'est vraiment un contre un. C'est une chose qu'on lui a reproché au passé. Ah oui, mais oui. là, il est vraiment en train de le faire. Jimmy Butler, c'est sa réputation par contre à lui. Lui, c'est un closer. C'est donne-lui une balle en fin de match, et c'est un des meilleurs closers de la NBA. Clairement. Donc c'est intéressant maintenant de voir en fin de match comment LeBron va faire ça en finale NBA face à des mecs qui peuvent défendre sur lui, Crowder, Iguodala et Butler. Car là, il y a 3 mecs en face de lui. Parce que Jimmy, on sait. Et comment Jimmy, par contre, va faire ça en finale NBA au plus gros stage enfin, de toute la NBA, quoi. Et puis en face, on sait qu'il y a André Iguodala qui a quand même un vécu avec LeBron en finale NBA. Alors LeBron a Ils sont quand même mariés, fait. hein, même, on peut le dire, ces dernières années, hein. Iguodala, alors on pourra en reparler 20 fois, mais il est quand même MVP des finales face à LeBron en défendant Bunyabin sur lui. Alors LeBron fait quand même des stats monstrueuses, mais on sait qu'il l'avait quand même enquiquiné. Voilà, on n'arrête pas, on n'éteint pas LeBron, mais il l'avait quand même bien, il lui avait bien cassé les couilles. Hein. Ça dépend souvent de LeBron, de toute manière. Appelons un chat un chat. Donc c'est vrai qu'il va y avoir ce duel-là. Tiens, regarde. Mais tiens, on le voit. Avec l'une des plus grandes actions de tous les temps, évidemment. Ils Avec ce sont contre- concentrés tous les deux. ouais, Concernés tous les deux. Et le contre incroyable. Mais oui, donc évidemment, Butler va s'envoyer LeBron parce que c'est dans son ADN, mais il y a quand même beaucoup de monde envoyé. Tu l'as dit, Crowder, Iguodala, il y a même Derrick Jones Jr. qu'on peut envoyer. En niveau match-up, je ne sais même pas s'il va commencer Jimmy Butler sur LeBron. Tu mettrais qui alors du coup au début Crowder? Crowder. Le problème c'est qu'il y a Anthony Davis, et ce sera une Alors, question d'après. on peut remettre le roster, s'il vous plaît, les gars, en Après, régie, pour justement voir un petit peu qui peut-être- va commencer sur qui. Peut-être qu'il va le faire. Alors, où tu caches Jimmy sur Dwight, Ça fait bizarre, non? L'autre il est. On peut revoir les rosters, les gars. C'est Bam jouable. va commencer sur Anthony Davis. Bah écoute, Regarde, on va voir. Non, mais c'est Bam, intéressant. sur ouais. Eddie. Ouais. Bam va commencer sur Eddie. Ça, c'est quasiment sûr. Je vois pas Crowder commencer sur. Ou peut-être au Marc. En vrai, Faut moi, voir je pense que comment- sur les toutes premières minutes, Faut voir. ils vont. Je pense avoir les cinq vont être premier match, je pense qu'ils vont laisser, après ils vont ajuster. Remarque. Voilà, exactement. Je pense aussi que sur les premières minutes du premier match, ça va être très simple. Jimmy Butler sur LeBron, Jay Crowder sur Anthony Davis. Si Anthony Davis est très agressif comme sur le match 4, bah Crowder il va grailler, mais ensuite tu t'adaptes, la zone et tout ça. Mais sur le tout début, en tout cas, de la série, ça va être difficile Mais après, d'inventer un Bam, tu vois, un Jimmy Butler sur Dwight Il Howard. va y avoir un route d'observation. Un peu, Forcément. bien sûr. Et puis on sait que Bah chaque oui. match sera une nouvelle vérité. Tout à fait. Voilà, donc si le jour où Dwight Howard n'est pas bon du tout, eh ben, on va peut-être faire un peu une impasse sur lui. Le jour où il met ses petits hooks et qu'il met 12, 13, 14, 15 points sur une main en pote, il va peut-être falloir s'adapter. Tout à fait. Donc forcément, il y aura des rounds d'observation. Il va y avoir aussi un duel de backcourt parce qu'il y a des superstars, on l'a vu avec LeBron James et Jimmy Butler, mais il y a aussi des mecs dans le backcourt. Ah oui. Et on voit qu'avec des c'est- profils c'est assez là- similaires, c'est des là- mecs c'est là où pour l'adresse moi. va être très importante. C'est là pour moi en fait le duel le plus important de la ligue, de la série, il se trouve là. C'est le Rondo Dragic. Il va être bon celui-là. Clairement. Beau duel. C'est pour moi parce qu'on va avoir Bam et Jimmy face à LeBron et Anthony Davis. Ils seront au niveau, quoi, les autres. Mais la clé, je pense, c'est parce ils changent tout pour leur équipe. Dragic a quand même fait des gros matchs où il fait gagner.
Et Rondo, depuis qu'il est revenu, ça change tout pour les Lakers. Donc, ça reste encore des faits au conditionnel. Hein. Mais celui qui a la plus grosse série gagne la série. Donc sur les Ça seconds, peut être comme seconds ça, peut couteaux. être là-dessus. Parce que Là où tu as raison, de toute façon, c'est que là, tous les gars qu'on vient de citer sont tous très performants. Alors, ils ont des hauts et des Bien bas. sûr. Il y a des matchs où ils sont plus forts que d'autres. Draghi, tu l'as dit, a fait gagner des matchs. C'est long une série après. hein. Mais absolument, c'est Ouais. long. Et comme t'as pas tous les ballons, bah oui, forcément, parfois tu mets 8 points. Même si t'as le héros, ne descend jamais sous les 10 points dans les playoffs. Non. Mais ça me fait penser à ce que tu m'as dit tout à l'heure avec Paul Pierce et Tyler Bah oui. Hero. Hero qui a encore une fois cloué le bec de notre ami Paul Pierce. Mais c'est vrai qu'on a des duels donc, directs entre ces backcourts-là, avec des profils très différents. À Miami, c'est surtout des scoreurs, shooters-scoreurs, Dragic, Tyler Hero et Duncan Robinson. En face, tu as des profils plus polyvalents. Plus all around. Ouais, Caruso qui est capable de tout faire des deux côtés du terrain, jouer pour les autres, les backdoors et tout ça. Tu as Rajon Rondo qui est le maestro et tu as deux shooters défenseurs que sont KCP et Danny Green. Donc ça va être intéressant de voir comment les Lakers vont arrêter les trois, tu vois, défensivement, arrêter les trois mecs qui sont très en forme. Ah du ouais. côté de 8. Et qui font basculer parce que contre Boston, on a vu que ces trois-là leur adressent les coups de bambou chaque fois c'est que clair. ça met sur Boston. On se souvient chaque fois que Boston a fait des runs, des 8-0, des 9-0, notamment dans le match 6. Quand fin du troisième, début du quatrième, quand ils gagnent des ballons dans les mains, Boston qui font un petit run Pour de revenir, plus 8, pour on se dit revenir, pour ils vont revenir. accrocher le match 7. Non, ils passent devant même. revenir, oui. Ils passent devant. Je pense à un moment donné. C'est pas un run pour pas prendre plus de 10. Ils sont un peu la ramasse et ils reviennent dans ce sens-là. Il passe devant. Bref, mais je crois qu'il passe un peu devant quand même. Mais ça sur change le pas dunk de grand-chose Boston. d'un point ou Bref, deux ce que je veux points. dire, c'est que et chaque fois que Miami a été un petit peu mené par Boston sur la série, cette adresse à 3 points, chaque fois, ça permet à Miami de recoller ou de faire des écarts. Et en fait, tu ne peux jamais faire l'impasse sur ces mecs-là. Et des fois, ils sont même 3 sur le terrain. Et c'est un vrai casse-tête défensif. Donc c'est vrai que ce match-up des backcourts aussi, qui est moins bling-bling, entre guillemets, que LeBron Butler, va être au moins aussi important. bien sûr. Il y a une autre question, les gars, parce qu'on s'en pose plein sur ces finales, c'est qui pour défendre sur Anthony Davis? Parce qu'on parle beaucoup de Bam Adebayo, l'un des meilleurs défenseurs de la Ligue, en tout cas de ses playoffs. On se souvient de ce contre fantastique sur Jason Tatum sur le match 1, mais c'est pas qu'un contreur Adebayo, c'est un mec pareil qui sent les coups. C'est le seul vraiment prototype pour s'opposer à Anthony Davis. Derrière, on a l'impression qu'il va falloir bricoler, et on voit que c'est avec peut-être Jake Crowder ou André Iguodala. Mais dans ce cas-là, comment ces deux-là vont pouvoir s'ajuster à Anthony Davis? Alors, ou tu tentes d'arrêter les deux, ou tu te focalises sur le brand et tu le laisses jouer. Et Anthony Davis. Tu penses? C'est une option? Ça peut être une option. Ça s'est vu, hein. Ça s'est vu, hein. Ça s'est vu à l'époque avec les Spurs. Hein. Bon, après, bloquer Steve Nash et tu laisses Stoudemire mettre 40 points. On s'en fout. Après, je compare pas Nash et LeBron. Mais tu fais un choix clair. Mais il quoi. faut faire. Est-ce que tu fais ce choix-là de bloquer et faire en sorte de rendre la vie horrible à LeBron parce qu'ils ont plus les joueurs pour stopper et faire jouer, et surtout faire travailler LeBron. Je parle pas l'arrêter, hein. Le faire travailler. Tu as plus de joueurs comme ça que pour faire travailler Anthony Davis. Est-ce que tu fais ce choix-là de limiter LeBron à 17-18 points qu'on a pas eu de Et temps si en tu temps perds, parce qu'Anthony Davis est grand. C'est un drôle de risque quand même, non? Je sais, hein, mais c'est un drôle de risque. C'est un jeu L'autre, là, C'est un jeu Non, mais d'échecs. après, l'autre, non, mais il va mettre après, je dis pas que tu laisses Après, 50-0, ouais, ouais. mais tu Oui, bien sûr, bien sûr. laisses Bam, tu laisses Myers, que Myers Sénard, tu laisses Olynyk, t'envoies de la viande, quoi. t'envoies des mecs, pense mais tu qu'Olynyk va double beaucoup team jouer. pas, quoi. Je pense Tu qu'Olynyk penses va qu'ils vont le beaucoup plus. remettre? Oui. Je pense qu'Olynyk va un peu plus jouer, voire beaucoup plus jouer que ce qu'il a fait face à Boston. Oui. On l'a dit, hein, que Boston était un peu léger à l'intérieur avec Tice. Et qu'ils n'ont aucun poste 4. Voilà, Ouais. et ils n'ont pas de poste 4. Là, Ouais. je pense qu'Olynyk, il fait quand même un 2-10. C'est une belle brute, hein, Olynyk. Ouais. Je pense que. Une Sans bonne dire, tête de bras. sans dire qu'il va couper Davis, mais il est grand, il aime mettre du bois. Oui. Et après, il y a autre chose, c'est qu'on a vu Anthony Davis, et je lui ai reproché, et on l'a vu sur le match 6 s'adapter face à ça. Match Il est 4. beaucoup en face-up au match 4. Il est beaucoup en face-up au large, et c'est vrai que s'il joue comme ça, ben là, pour le coup, Jake Crowder et Iguodala, ils vont pouvoir être dans ses jambes. Il va falloir que Anthony Davis soit très fort. Waouh, c'est pas une découverte. Mais c'est vrai qu'il va T'as le falloir BE, toi, qu'il soit des... Ouais, absolument. B3 même, hein, BE3, magnifique. Mais non, mais il va falloir qu'il soit très fort, mais il va falloir qu'il soit très fort dans des zones importantes du terrain. Parce qu'on va en parler, mais la zone va être très importante dans cette série. Moi aussi. Mais quand on voit les duels qui vont lui opposer, moi je crois que les Lakers doivent tenter de jouer grand parce que si Anthony Davis joue 4, Miami n'a pas de réponse. Jake Crowder est un défenseur
fort sur les extérieurs, capable de changer sur les intérieurs, mais ne peut pas défendre sur un joueur aussi fort à l'intérieur comme Anthony Davis, intérieur-extérieur d'ailleurs. Et ils n'ont pas d'autres mecs à envoyer. On peut parler de Kelly Olynyk, il va venir faire C'est des le seul fautes, pour moi. ou Meyers Leonard, ils vont venir pour donner de la viande, donner des fautes, donner de l'énergie, mais ils vont se faire démonter par Anthony Davis. Je pense, avec Sur du 1 contre 1. sur du 1 contre 1, Olynyk, je te trouve un peu dur. C'est quand même un bon joueur qui a une vraie expérience, qui peut apporter quelques minutes, qui peut essayer de. Je te dis. Je suis d'accord. Mais moi, je pense qu'il va avoir un rôle. Limiter un gars. Oui, et mais c'est autre chose. je pense qu'Olynyk va avoir un rôle plus important que ce qu'on est en train d'imaginer, que simplement être de la viande. Oui, mais parce que là, tu es obligé de ressortir un mec qui n'a pas joué avant, qui était un peu blessé. Donc c'est bien la preuve que dans ton effectif, il y a peut-être un petit manque. Ils ont Bam Adebayo, mais si tu as Dwight Howard, tu es quand même un peu baisé. Donc je pense que en fait, l'avènement, enfin la manière pour défendre sur Anthony Davis, et on va en parler, c'est la zone. On va voir. C'est la zone. Juste avant d'aller sur la zone, parce qu'on adore parler de cette zone et on va enfin l'analyser, juste on se dit que si Adebayo s'envoie sur Anthony Davis, avec ce qu'on lui demande aussi en attaque, parce qu'on sait qu'il a un rôle important en attaque, c'est très dur. Alors on sait qu'ils ont un coffre incroyable chez lui, Oui. mais à un moment donné... Bon, ça devrait aller, non? Il est en forme physique a priori optimale, le Bam. Enfin, s'envoyer Anthony Davis les 5 dernières minutes, plus mettre des paniers importants, ou en tout cas... c'est un joueur NBA ou c'est un joueur de Détroit? Après, ce qui est intéressant, c'est que si défensivement, tu joues la carte Butler, Iguodala, Crowder, Bam, si défensivement, t'es costaud, mais par contre, ils s'enlèvent tous leurs jeux offensifs. T'as plus Tyler Herro, t'as plus Duncan Robinson et Dragic. T'en as que un des trois. Mais justement, là, le basket est un sport formidable, parce que tactiquement, il y a plein de choses. Et le basket, oui, propose de faire cette zone match-up, donc où justement, on peut jouer avec Dragic, Tyler Herro et Duncan Robinson, puisqu'on peut les planquer un petit peu. Et Tom, tu vas nous expliquer un petit peu cette zone match-up en détail, et surtout comment on peut éventuellement la battre quand on est les Lakers. Tout à fait. J'essaie d'aller chercher 4 actions un peu symptomatiques de comment ils défendent et de comment les battre. Alors, c'est des screenshots. Quand on aura les droits, je vous ferai une belle palette, mais on n'y est pas encore. Regardez donc. Ça arrive, là, j'ai appelé mon père à la banque, il va... Alors, pourquoi on appelle ça une zone match-up? Parce qu'en fait, en fonction du placement des attaquants, eh bien, les défenseurs vont couvrir une zone, tout simplement. En général, on les voit beaucoup en 2-3 ou en 2-1-2, c'est-à-dire que tu vas avoir 2 arrières bons défenseurs dans les duels très haut sur le terrain. Donc là, c'est Jimmy Butler. Premier rideau. En premier rideau, tout à fait, merci Erwan. Jimmy Butler et André Iguodala, ça va te permettre d'avoir un pivot. Alors, quand on dit un pivot, vaut mieux qu'il soit mobile. Ça tombe bien, Bam est très mobile. Bam est en goalkeeper. On sait que l'équipe de France, Ronny Turiaf l'a beaucoup fait, par exemple. Il est sous le cercle pour attendre. Regardez la position de Tyler Herro, qui est en train de protéger Gordon Hayward, et Dragic, qui est là. C'est Kemba Walker qui est à la balle. Ils arrivent un peu en marchant, en toute tranquillité. Deuxième image, s'il te plaît, mon Tom. Pas sur le côté à Wanamaker. Et regardez, la défense va se déplacer justement pour que on suit la balle, tout simplement. Jimmy Butler va aller chercher la balle. On essaie de trouver un peu de mouvement. Mais là, on a même l'impression que c'est de l'homme à homme. C'est la zone match-up qui permet ça. On continue avec la troisième image, et on a renversé. Wanamaker a fait la passe à Kemba Walker, passe à Jason Tatum, et on voit qu'il n'y a aucun mouvement d'attaque. Et c'est exactement ce que permet cette zone, c'est-à-dire que tu vas pas avoir de rythme, puisque les gars sont là en train de se jouer à la baballe. On dirait que c'est un peu du handball. On continue avec la quatrième image. Ils vont tenter de renverser. On pourrait penser qu'il y a un petit décalage, puisque sur le côté faible du terrain, il y a un 3 contre 2 à jouer. Image d'après. Cette zone-là va te permettre, avec Kemba Walker et Wanamaker qui est parti sur le poste haut, d'avoir une interception de notre ami Dragic, parce qu'il y a des angles qu'il faut trouver, mais il faut les trouver franchement. Et Boston, sur toute la série, n'a jamais réussi à trouver des moments francs. Autre action, s'il te plaît, cher Tom, vas-y, on recommence un peu comme ça. Alors là, on voit bien le premier rideau avec les deux joueurs. Bam est sous le panier. Vas-y, deuxième image, Gordon Hayward monte. Il va sur le côté là-bas, je crois que c'est Wanamaker. Donc une première passe. Là, il y a un peu de mouvement, enfin, pour l'équipe de Boston. Troisième image, s'il te plaît, on se retrouve avec Jason Tatum, qui est le meilleur attaquant de Boston. Le but de la zone, c'est de couper toutes les pénétrations de Jason Tatum, par exemple, qui est très fort. Ce qui va se passer, c'est qu'il va arriver, il va tenter une pénétration. Regardez la défense. Vous avez Dragic qui a une passe sur Wanamaker. Vous avez Bam qui est dans l'aide. Vous avez Daniel Theis qui est là, plutôt dispo, mais difficile à trouver. Gordon Hayward est bien couvert. Vous avez Kemba qui est bien couvert. Ça va donner quoi? Une perte de balles. Dragic va intercepter la balle. Alors qu'est-ce qu'il faut faire du coup pour essayer de battre ces zones-là? On va sur la troisième action. Vous l'avez bien compris, entre la zone, c'est un autre match là, regardez, entre le premier rideau et Bam Adebayo, il y a beaucoup d'espace. Ce qu'il faut faire, c'est être très malin. Et là, Marcus Smart va faire une belle passe pour Jason Tatum. Regardez l'ouverture de Daniel Theis, qui va être tout seul, poste haut. Il va se retrouver solo. Theis est un bon joueur. Je ne vous ai pas mis le panier, mais là, il va mettre un petit teardrop pour battre cette défense-là. La quatrième image, c'est la même chose. Et surtout, Tom, il faut passer...
Quand Oui, tu surtout, arrives à mettre ce ballon-là Tout à entre fait. les deux Qui est lignes, primordial, ça change tout. tu fais monter Adebayo et du coup, sur la ligne à de fait. fond, aussi, tu peux rajouter une option parce que des fois, au bout de 2-3 fois, ils vont monter dessus. Et c'est là où Bam Adebayo est très fort dans ce goalkeeper, mais il faut l'obliger à défendre. C'est le gros problème de la zone, c'est que vous n'avez pas de rythme, on le dit depuis 2 semaines, vous n'avez pas de rythme, il y a pas mal d'angles de passe qui sont compliqués. En plus, en NBA, il y a très peu de zones. On n'a jamais vu une équipe faire autant de zones au playoff, donc on a vu que Boston gagnait, et pourtant, Dallas 2011. apparemment, exactement, Dallas, jusqu'au- 2011. encore aujourd'hui. Hein. Absolument. Ils sont rien changé. Mais alors, l'avantage des Lakers, c'est qu'ils ont beaucoup de joueurs très intelligents. Ça, moi, ma question, Nico, c'est on a vu que Boston s'est cassé les dents, au final, sur cette finale de conf face à cette zone-là. Mais quand tu as LeBron James et Rajon Rondo en face, qui sont quand même des fins métronomes, des mecs qui sentent le jeu, est-ce que ça peut presque pas être un désavantage face à cette équipe-là? Je pense. Parce que le problème de cette zone match-up, c'est ils peuvent créer un mismatch énorme. Parce que quand tu as Duncan Robinson et Tyler Hero Qu'on a vu sur dans les la ailes en bas. dernière ligne, C'est ça. si Planqué. tu mets Davis sur un bloc et tu fais un cross-screen sur Bam et Davis il vient, là c'est Davis sur Tout à fait. Dragic ou sur Tyler Hero et là c'est fini. Ou tu fais Overture et là où est Daniel Tice, qui est dans le corner là-bas, je sais pas qui est dans le corner C'est là-bas. Gordon Hayward, non? Dans Vas-y, le mets-la, coin. mais tu peux le mettre Dans s'il le te plaît, coin, ici. Dans le coin, Je le c'est vois Brown, pas. c'est C'est peut-être Brown, Jalen je crois. Brown, C'est je sais Jalen pas. Brown. Jalen C'est Jalen Brown. Ouais. Vient faire un écran sur Bam à ce moment-là. Et Tatum dit que Tatum, c'est Anthony Davis et il va au bloc. Exactement. C'est fini. Et il y a un truc qui est C'est important. fini. Et surtout, après, tu fais ça. Et après, lui, Brown, il ressort. Et Kemba fait Tiens, overload. Et parce que c'est ça la défense de Miami. C'est l'overload. Tout à fait. Il faut que Kemba joue la ligne de fond. Il faut qu'elle de l'autre côté. Il faut tous les faire bouger la défense. Parce que du coup, Duncan Robinson sera dans un dilemme. Je le suis, il doit le suivre. Mais s'il le suit, du coup, tu peux revenir de l'autre côté, jouer sur Davis, jouer sur le grand, ou tu es en overload, ou il y a un problème de défense. Il faut bouger. Ce que tu dis, Boston n'a pas bougé. N'a pas assez bougé. Et il y a un truc qui est N'a important pas sur bougé. la zone, c'est que, évidemment, et ça marche pour le foot sur les corners par exemple, on est toujours en train de dire qu'il faut défendre une zone. Mais il y a un truc qui est primordial, c'est que si tu tiens tes duels, en fait, si tu tiens tes duels, il n'y a pas de différence, il n'y a pas d'écart, il n'y a pas de mec tout seul. Il y a zone et zonasse, hein, faut pas Il y a tout zone et confondre. zonasse. Et Miami ne fait pas une vieille zonasse. Ah, non, non, Mais non. c'est là que je comprends pas, c'est qu'ils mettent Iguodala et Jimmy Butler en la première ligne. Moi aussi, tu sais que ça m'a étonné, mais en fait, Mais- ils et font ça, un je choix Moi, en clair. fait, ouais, mais Ils font un moi, choix je trouve clair. que c'est archi intéressant parce que notamment sur Boston, on verra face aux Lakers, mais face à Boston, ils étaient tellement impatients les Celtics, ils voulaient tellement tout de suite jouer les premiers drives qu'avec ce premier rideau-là très fort. Eh ben, ils ont énormément protégé la raquette. Derrière, le peu de fois où il passait, tu avais Adebayo. Et comme tu dis, tu es obligé de planquer Duncan, Dragic et Mais là, Duncan tu peux, Robinson, Dragic tu et- peux et Hero. remettre la photo d'avant, celle-ci. Elle est symptomatique, celle-là. Tice qui fait l'écran de l'autre côté Ouais. pour que Smart sur la droite. Tu mets Davis à la place d'Hayward et Brown qui fait un écran sur Bam. Davis, il est au niveau du logo final avec Dragic, c'est réglé. Hein. On imagine que ça, les Lakers, ils Oui. ont fait de la vidéo et qu'ils ont Et bien il y a un fait truc qui voir. est très important sur la zone et que les Lakers ont. Donc, ils ont les joueurs porteurs de balles, vision de jeu, Rondo et LeBron, mais ils ont surtout des mecs qui jouent très bien off the ball, donc Oui. sans la balle. Caruso Caruso. est un monstre de jeu sans ballon. Alors, ce qu'on voit le plus simple, c'est des alley-oop, mais en fait, sur des petits passages derrière le défenseur qui vont donner des paniers faciles aux grands. Et il y a autre chose, c'est le robot offensif. Les Lakers, Oui. ils sont très forts, très grands, très costauds, très agressifs. Quand tu as Dwight Howard, Jamal McGee, Anthony Davis, ou LeBron d'ailleurs, LeBron. eh ben, c'est compliqué sur la zone de contrôler et de faire des box-out. Donc Ouais. là, ça va être Ça va être très intéressant. un autre challenge pour cette zone du 8, mais en tout cas, ça va être très très intéressant. Sachant que les Lakers là, le font aussi. hein. Ouais, et les Lakers le Le font font un aussi. peu Parce que aussi. tu crées un décalage en plus. Parce que là, mismatch, et si tu fais un overload, la surnombre de l'autre côté, avec les passes qu'ils ont, là, Danny Green, par contre, il va s'amuser. Regardez, Grill va avoir deux Là, trois il tirs va- ouverts. là, Il va falloir il va- là, il va qu'il s'amuser. s'entraîne bien, le très bien. Bravo, messieurs, en tout cas, pour cette explication sur l'attaque de zone du 8. Et bravo à la régie pour les images. Bravo, les gars, on a peu de moyens, mais on a des idées. Bravo. On va finir avec un dernier acte de ces previews. C'est le duel des coachs. Et là, honnêtement, je ne sais pas faire offense à Frankie Vogel, mais quand même énorme avantage à Eric Spoelstra. Pas spécialement pour le jeu proposé, même si on est tous fans, mais par rapport à l'expérience qu'il a en finale. 0 pour Frank Vogel, on l'a dit, 5e finale pour Eric Spoelstra. Et puis surtout, il connaît la bête. Il connaît la bête LeBron, il a gagné et il a perdu avec. Il l'a vu aussi des équipes lui proposer des schémas qui ont fait que LeBron James s'y est cassé les dents.
Donc, et qui l'ont frustré, on pense notamment aux Spurs. Est-ce que Eric Spoelstra, du coup, a un vrai avantage psychologique sur ces Lakers? J'ai envie de vous dire oui, moi. Psychologique, non. Non, parce que c'est un fou. C'est comme un taré. Hein. LeBron. Certes. Ah, LeBron, oui. LeBron, c'est un taré. Le bon LeBron. Donc je pense que psychologiquement, non. Tactiquement, peut-être. Il a peut-être tactiquement un. Est-ce qu'il nous réserve en un plus. truc Peut-être. On ne peut pas dire non, mais peut-être. Il est capable. Il est capable Il de est capable. sortir un truc, une autre zone. Il va te sortir un 1-3-1. un 3 NBA, c'est lourd. Hein. Une box and one. Ok, bon. Tu mets qui fait le fond comme ça, là? Quoi, tu mets un Crowder Crowder et Godela. Crowder et Godala. Tu mets un Jones Junior qui Ah, John Junior, très bien. John Junior, très bien. il peut te sortir, Génial. non, il peut te sortir un truc comme ça, on ne sait pas. Mais techniquement, peut-être qu'il a ça en plus. Parce qu'il connaît la force, mais il connaît aussi un peu les faiblesses de LeBron, puisqu'il les a vécues. Il les a vraiment vécues. Est-ce que c'est le même joueur après LeBron que les Ça fait Bobby 17 ans qu'on connaît les forces et les faiblesses. Et Tout le monde il a- essaie il a- de l'attendre dans le et sondage. il a 10 finales en 17 ans. donc bon. C'est clair. Après, il y a deux réalités pour les deux coachs là, c'est que ce sont deux coachs qui ont vraiment assuré cette saison, Ouais. vraiment assuré dans la bulle et vraiment assuré pendant les playoffs. C'est-à-dire que toutes les questions, tous les pièges qu'on leur a attendus, ils y ont répondu de la meilleure des manières. Frank Vogel et son coaching staff, on rappelle qu'il y a pléthore de vrais gars, dont Jason Kidd notamment dans le coaching staff des Lakers, ont toujours répondu de la meilleure des manières avec des bons ajustements, série par série. Et donc du coup, moi, ça me fait bander, j'ai envie de te dire, ce duel de coach, parce qu'ils sont capables d'un match à l'autre de proposer des rotations différentes sur leurs joueurs, des tactiques défensives, pourquoi pas sur chaque joueur, et aussi offensives, puisque d'un match à l'autre, Anthony Davis était très fort sur le début de quart-temps, parfois c'était LeBron, et ça forcément les coachs ont leur mot à dire sur ce genre de choses. Je voulais dire un petit mot sur Frank Vogel quand même, qui a un gros coup de chapeau, tu l'as dit, parce que on se souvient, son épopée avec les Pacers, c'était très bien chaque fois à se faire taper par LeBron. Derrière, il fait un passage à Orlando catastrophique avec des principes d'un autre temps. On se souvient qu'Evan n'avait pas été emballé par ce qu'avait proposé Vogel à l'époque du Magic. Et là, il se relance complètement avec les Lakers, de LeBron James et Anthony Davis pour les amener en finale. Donc, c'est toujours cool de voir des coachs comme ça évoluer aussi avec le basket. Comme le basket évolue, il y en a d'autres qui n'arrivent pas à le faire, tant pis pour eux. Et lui, en tout cas, il a réussi à le faire. Et bravo à lui. Et c'était pas le premier choix aux Lakers, non, je me souviens. non, c'est sûr. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on n'a certainement pas tout vu tactiquement chez les uns et chez les autres pendant ces finales-là. Et ça va être, alors on a parlé de LeBron face à Jimmy Butler, d'Anthony Davis, comment le défendre, mais il va y avoir aussi un énorme duel de coach, que ça soit sur des choix stratégiques, en attaque, en défense. On va aussi assister peut-être à des grandes finales stratégiques, et c'est pas pour nous déplaire. Mais est-ce que du coup, le fameux match-up qu'on attendait, Lakers-Clippers, est-ce que Miami n'est pas ce que les Clippers devaient être? C'est vraiment pas le même Bien coaché, avec d'expérience, avec une équipe de chiens. Non mais c'est ça, ils étaient décrits comme ça. Hein. Après, l'énorme différence, c'est qu'il y a des mecs intelligents dans l'équipe. T'avais Kawhi, t'avais machin, t'avais Beverley, t'avais Paul George. Ils n'ont pas Dragic. T'avais Montrez, et tu dis ouais, c'est une équipe de dogs, machin et tout. Ouais, c'est vrai. C'est l'équipe de Dog dans les clips MTV, c'est comme la vidéo de la vidéo de Mr V là. C'est le rap en vrai et la réalité quoi. Parce qu'eux ils sont inventés une ville, les Clippers. Regarde leur team. Est-ce que c'est ce que les Clippers devaient être? Oui, mais avec les Clippers, il n'y a jamais dit. Alors, le Kawhi était au-dessus, mais il y avait une hiérarchie. Il n'y a jamais vraiment eu de hiérarchie. Donc, ok, au niveau. Je sais pas. Au niveau stats, c'est différent. Au niveau stats, c'est différent. Mais est-ce que ce que fait Jimmy n'est pas aussi impressionnant que Kawhi l'année dernière? Si. Après, c'est plus une équipe de revanchards, de non draftés, le truc. Les autres, c'était ça, Toronto. Ah oui, à Toronto, mais je parle aux Clippers. Ils n'avaient pas le même ADN, c'était tellement sur deux. Ouais, mais on dit ils sont sur deux, mais on dit c'est une équipe défensivement costaud. Ils ont tout pour se mettre sur les bandes. Ils ont tout pour mettre sur les bandes. Ils ont des mecs qui peuvent marquer de partout. Ils peuvent défendre partout. Pourquoi pas? Bien coaché, c'est exactement ça, Miami. Donc, est-ce que du coup, c'est ce qu'on a manqué? C'est pas ce qu'on a à voir, mais en mieux et en finale. Clairement. En tout cas, j'espère qu'ils sont devant leur télé et qu'ils s'en inspirent. En tout cas, Doc Rivers, on en parlera tout à l'heure juste pour finir dans la news. Ça ne sera pas Doc Rivers qui amènera ça aux Clippers. C'est cette transition. C'est clair. On a fait cette transition. On a fait. Ah, tu veux dire un truc? Non, j'allais parler des pronos. Ah oui, mais justement pour savoir qui va gagner. Alors qui va gagner? Pas les pronos de la finale, pas les pronos. Qui va gagner? Moi, j'ai eu du mal à parier contre LeBron et les Lakers. Tant que je les ai trouvés impressionnants sur les deux derniers matchs face à Denver, et j'adore beaucoup le hit. Ça va être un vrai crève-cœur cette finale. Il y a un kiff quoi qu'il arrive. Je vais dire les Lakers 4-1 ou 4-2. Lakers 4-1, 4-2, toi, Nico?
Dans ces eaux-là aussi, je t'expliquais, j'ai du mal à voir quand même LeBron craquer en fin de match. Il n'a pas le droit de craquer. Il est obligé de. Ça va être des matchs serrés, je pense, mais ils sont tellement en place. Et, et quand tu as le talent, ils ont quand même 2 des 5 plus gros talents de la NBA. Et c'est une ligue de talent. Et ça joue. C'est la Ligue quand de même. talent, comme À un moment donné, la Ligue à un 1. moment donné, ça joue, ça. Et ouais, 4-1, 4-2 dans ces eaux-là, les Lakers. Moi aussi, je dis 4-2 Lakers. Et à partir du moment où les Clippers se sont fait sortir, j'y pense depuis 2 semaines, pour moi, les Lakers, ils ont, je le disais tout à l'heure, le tapis rouge. Et en fait, c'est, je vais pas dire une erreur professionnelle parce que je déteste ce terme qui est nul à chier, mais si tu vas pas au bout, c'est catastrophique. Il y a tout pour que tu y ailles en face. Ce n'est que Boston et Miami. Tu vois ce que je veux ça dire? sera pas scandaleux si Miami gagne. Hein, parce Moi, je pense que ça le sera. Ils ont Du littéralement. prisme Lakers. Oui, Parce que si Miami gagne, moi je suis pas fan des Lakers, si Miami gagne, c'est une des histoires les plus incroyables de l'histoire de la NBA. Miami gagne, il faut kiffer de ouf. Non, mais- voilà. Miami a littéralement sweepé la meilleure équipe de la saison. C'est clair. Mais tu as LeBron, tu as Anthony Davis, tu es programmé pour, tu as l'effectif pour maintenant. Ouais. Ah non, ils Là, sont si tu vas favoris. pas au bout- Si les Lakers perdent là-dessus, c'est une belle tache de gras qui part pas. Ah, on est d'accord. Voilà, Donc c'est- Lakers 4-2 parce que j'ai envie Mais quand c'est même pas qu'il y ait un des matchs. scandale. Non, c'est pas un Non, scandale. le scandale après. Scandale. Ça sert à C'est arrêter pas. les mots. Oh, la... Après, non, si non. tu fais 0 sur Tu vois, 14 dans tu le vois, match 7, si je reviens à 2004, tu peux dire ouais, les Lakers ils ont déconné contre Détroit, même si Détroit avait été c'est la même histoire extraordinaire. du coup. C'est la même histoire. Parce qu'avec le recul, Détroit, ils étaient fantastiques. Tu fais pas 2 finales d'affilée. Ouais. Et il faut quoi, 6 ou 7 finales de conf d'affilée. Enfin, Ouais. bref. 4-1 quand même. Ah oui, mais après, bon. C'est une autre ils ont- histoire. oui, c'est une autre histoire. Nico. Voilà, dites nous vos pronos. En Ouais. tout cas, voilà, on a hâte de cette finale. On a essayé de vous donner le plus d'éléments possible et on a bien vu que ça va se jouer à tous les niveaux, sur les stars, sur les seconds couteaux, sur les coachs, tactiquement aussi avec des zones, pas zones. On va voir aussi que les Lakers sont une zone. Voilà, ça se passe demain soir. On sera nous directement en live dès 22h. Dès 22h sur Twitch, 23h sur Twitch, et après on sera 5h, 5h30 en live pour faire un débrief de cette émission. J'ai vraiment hâte d'y être. Allez, avant de faire la petite news sur Doc Rivers, on se fait les paris Parions Sport et après on parle de Doc Rivers. On finit par un quiz, faut pas déconner quand même. Thomas, c'est pas parce que c'est les finales qu'on ne va pas essayer de gagner un petit peu d'oseille. Bah, au contraire, c'est les finales et donc dans les previews à 23h, nous ferons toujours des paris sur le match qui va suivre dans la nuit. Mais là, on va surtout faire des paris sur la série au global. Et donc, on en a un peu parlé tout à l'heure d'un point de vue des scores. Alors, voici ce qu'on peut voir sur Parions Sport, puisqu'on peut parier sur la série. Juste, il faut savoir que les Lakers, pour une victoire du titre NBA, est coté à 1,23, pendant que le Miami Heat est à 4,10. Donc, sauf si vous voulez parier Miami, eh bien, c'est pas très intéressant d'aller sur les Lakers. Alors que on peut parier sur le nombre de matchs dans la série. Et donc moi j'ai mis 4-2, t'as mis 4-1, 4-2, donc on va se suivre. La cote est à 3. Donc 6 matchs dans une série, 4-2, c'est une cote à 3. Tu peux aussi parier sur le nombre de matchs sur la série, pareil, mais avec plus ou moins de 5 matchs, plus ou moins de 6 matchs. Et donc pour rester dans notre truc, plus de 5,5 matchs, cote à 1,55, c'est pas mal. Tu paries sur une série plutôt longue, on est tous d'accord ici aujourd'hui. Et enfin, si tu veux parier, regarde la dernière ligne sur le score exact de la série. Donc 4 de Lakers, c'est 4. Un sweep de Miami est coté à 50. Donc si tu as des grosses coronesses et tu as 20 balles à mettre, pourquoi pas, écoute. Qu'est-ce qui t'intéresse, Erwan, si les Lakers ne gagnent pas de 4-2? Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui t'attire? Ouais, c'est pas simple. Le 4-1 aussi à 3,75 est pas mal, moi, vu que j'oscille entre les deux. Ouais. Mais j'irai vraiment sur les scores. C'est quand même tant ça me paraît ouvert, mais j'irai sur les scores avec. J'aime bien le 4-2 ou le 4-1. D'accord. 4-0, j'ai du mal à y croire quand même. Mais à 5-25. 5,25. Parce que 4-0, on en parlait. Le sweep. Non, mais 4-0, en fait, tu peux avoir 4 matchs serrés et les money time chaque fois qu'ils basculent dans un sens. Ou dans l'autre. 4-0, ça veut pas dire que tu en prends 40, quoi, tu vois, à chaque Non, match. c'est vrai. Donc sur les scores, j'aime bien la cote à 4 ou la cote à 3,75 sur la victoire des Lakers 4-1. Et tu te souviens qu'au début de la saison, on avait dit, on avait parlé des cotes des Lakers justement qui allaient en finale NBA. La cote est passée, donc on est ravis pour tous ceux qui nous avaient suivis à l'époque. C'est vrai. Bon an, mal an. Vous étiez censé y aller à la finale NBA? On était Oui. censé y aller. Ah, c'est relou ça. Ah non, mais arrête. Mon cœur saigne, tu continues. Ça fait 3 mois que je ne remets pas. On était censé aller à Miami en mai, Ouais. au final NBA. Je me souviens très bien des dates. Que là, Du là, 30 là. mai au 13 juin. Pour faire les La 4 matchs. finale NBA, Lakers, Los Angeles, Miami, Los Angeles. Pas sympa, Nico. Pas sympa. Merci Nico. Bon, alors, allez, on va tout de suite passer à. Puisqu'on est dans le dur, on va enchaîner avec les news et le départ. Et Doc Rivers qui se fait virer les news. 4 seconds, down to 3. Hart steps back, fires, and it's the game.
Ça a été le flop de la saison de la bulle, notamment surtout les Clippers n'ont désormais plus de coach, Nico. Surpris? Un petit peu, sans l'être, mais un petit peu parce que d'après ce qui se disait, c'est qu'après la bulle, il n'allait pas être viré parce que Kawhi, Doc a la raison pourquoi Kawhi est venu, quoi. Une des grosses raisons, pas là, mais une des grosses raisons, quoi. Sachant que Kawhi peut opt-out l'année prochaine. Et qu'ils n'ont pas de choix de draft avant 2026-2027. Donc, 2037. Après, je ne doute pas sur Jerry West. C'est un des mecs sur qui je ne douterai pas dans toute la NBA. C'est lui. Ils ont peut-être un plan. Ils ont peut-être parlé avec lui. Qui est dans Les le- consultants. les Qui est consultant, mais bon, Aux Clippers. peut-être ils ont un plan. Ils ont parlé avec Kawhi. Ils ont déjà quelqu'un. Je sais pas, mais j'espère. Ce qui est étonnant, c'est qu'il lui restait 2 ans de contrat. Que c'est Chris Hines, donc du coup, un de tes potes qui travaille pour C'est mon pote maintenant. Et son c'est pote, Erwan. Chris Hines, juste après la défaite des Clippers, avait dit que normalement, il serait conforté pour une saison de plus. Donc, du coup, l'info est sortie par Woj, comme toujours, hier. Et on a été surpris de l'annonce, en fait. Maintenant, c'était, pour moi, le fautif numéro 1 de cet énorme échec des Clippers. C'est normal que ce soit lui qui paye. Il est là depuis 2013 avec... il a fait du bon travail, mais il n'a jamais atteint le niveau. Il a fait du bon travail, mais il n'a jamais atteint le niveau escompté, que ce soit avec Lob City, Chris Paul, Dédé Jordan et Blake Griffin, et non plus avec cette équipe-là. Donc c'est normal qu'il saute. Moi, j'entends, il a fait du bon travail. fait du bon travail. C'est des grandes phrases. Il est arrivé de Boston avec un statut de grand coach, l'un des meilleurs coachs de la NBA. Moi, il part des Clippers. Il a plus du tout ce statut-là. Donc pour moi, ce qu'il faisait à Boston, c'était vraiment le coach. On dit mais Doc Rivers, si tu veux gagner, c'est lui qu'il faut, le futur pop. Moi, je suis désolé, les 7 ans qu'il faut Clippers, il fait pas une finale de conf. Il a eu du matos dans la main. Il a eu l'avantage. Il menait des 3-1 et chaque fois. Donc moi, je suis désolé. Sur le bilan de Doc Rivers avec le matos qu'il a eu, il est pas bon. Et d'ailleurs, sa réputation. Quand elle arrive et quand il part, c'est plus la même. Donc il y a eu un creux. Au début, il était très haut, puis il y a eu un creux il y a 2 ans, et puis sa hype est remontée. L'année dernière, oui, il fait une grosse saison. Ouais, c'est vrai. Il fait une énorme saison. Mais avec où il y a plus de stars, ou sans stars. Donc, écoute, à voir maintenant. On parlait tout à l'heure de Frank Vogel qui a su se réinventer. Je pense que c'est quand même un mec qui a des bonnes idées, qui est un vrai meneur d'hommes. C'est important aussi aujourd'hui le managerat dans le sport de haut niveau. À voir comment lui peut-être se réinventer ailleurs et peut-être aussi prendre un peu de recul et digérer tout ça. Parce que moi, je crois que les Clippers ont fait un bon choix pour eux et pour lui. Après, à voir qui vont prendre. On parle de Sam Cassell, Tyronn Lue. Sur le banc déjà, donc. Moi, Sam Cassell, ça m'excite. Après, on sait pas du tout quel type. Comment, c'est quoi son. Il est là depuis un moment, quoi. Il est là depuis un moment. Ça fait longtemps qu'on est grosses équipes. Il était pas à Boston avant. Si, possible. À la fin de sa carrière, il a joué là-bas, c'est sûr. Mais je crois qu'il a été coach là-bas. Je sais pas, c'est un mec, je trouve, qui est. On le voit tout le temps, il parle aux joueurs. Ouais, on va au Staples Center, on le voit, il parle. Il est respecté aussi. Ouais. Il est très respecté des joueurs. Et puis c'est un mec, ceux qui l'ont pas connu comme joueur, qui avait une paire de burnas énorme et qui connaît très bien le basket, un vrai QI. Moi, j'aimerais bien le voir, Sam Cassell. J'ai vu un incroyable tweet qui disait les Clippers ont besoin d'un coach qui les respecte. Et mon premier choix, c'est Denzel Washington. Tout incroyable, un Américain, je sais pas que c'était, il m'a régalé. Super. Parfait, on verra. Doc Rivers qui ira à Philadelphie l'année prochaine, avec D'Antoni, je pense, ou l'un ou l'autre. On verra en tout cas où Doc Rivers va atterrir. Je suis pas inquiet pour lui. Je pense qu'il va vite trouver avec le nombre de postes en vue. Et voilà, donc on va suivre ça. Tout à fait. Quiz ? Allez. Nico, je sais qu'il est trop chaud du coup. Tu les regardes chaque fois au First des shows. Et la semaine dernière avec la rookie, t'étais un peu énervé dans ta télé, mais c'est bien, tu vas pouvoir maintenant jouer contre nous. Allez, le quiz. Allez, 10e finale pour LeBron, 10e intro de quiz pour moi. Saurez-vous trouver le point commun? Entre toi et LeBron? Ouais, sur 10, j'en ai raté 6 également. Pas mal. Bon. Un peu d'autodérision. Ouais. J'ai pas beaucoup de temps, on va aller très vite. On va commencer dans le vif du sujet avec le quelle fac, messieurs. Quelle fac? Je sais que c'est le jeu. Au buzzer ou à la voix? Au buzzer, évidemment. Au buzzer. Allez, Evan Turner. Ohio State. 1 point. Brandon Knight. Commence pas. Kentucky. 1 partout. Reggie Jackson. Putain. Boston. Boston College. Richard Jefferson. Arizona. Non, mais gros. Arizona pour lui. Arizona, bien sûr. 3-1. Attends, remets. Shane Battier. Facile, putain. Oh là là. Dégoûté. Marcus Smart. Non, mais c'est moi. Arizona State. C'est fort.
Elle est pour Thomas. Oklahoma State, putain. TJ Warren. TJ Warren. Facile. Oh, North Carolina State. C'est ça. Victoria Caroline du Nord, putain. 4-3. Cadwell Pope. Oh. Georgia. Georgia, bien sûr. Tu reviens à 4-4. Sprewell. Non, je sais pas. Nebraska. Faux. Non, Arkansas. Faux. C'est un autre état. Il y a beaucoup de A, pareil. Oklahoma. Alabama, bien sûr. Allez, dernier, Jamal Crawford. Oh, je sais pas. Il a pas fait la fac. Ah, non lycée. High school. Non. Michigan. Michigan, évidemment. Et le point va pour Nicolas Batum, évidemment. Putain de merde. Allez, C'était un gros niveau. Hein. Je suis dégoûté. C'était très fort. Ouais, Pauvre très buzzer. On va enchaîner avec un G déjà. Vous avez qu'une chance. Donc, faut pas être trop gourmand. trop gourmand. Alabama, Sprewell, Et j'ai déjà planté 51 points. Et j'ai déjà été drafté top 10. J'ai déjà été champion NBA. Et j'ai déjà été champion NCAA. Wow. 51 points. Et j'ai déjà eu des initiales identiques à un objet du quotidien présent dans le portefeuille. Ouais, c'est bon, je la prends pas celle-là. J'ai pas compris. 51, top 10, champion NCAA. Et j'ai déjà joué aux Kings cette saison. J'ai déjà été drafté par Minnesota. Corey Brewer. Corey Brewer, bravo. Oh, j'étais tellement loin. J'avais CB en plus. CB, bah ouais, CB pour la carte bleue. Corey Brewer. Dans le porte-monnaie. Ah ouais. Il a mis Moi, 50. Double champion universitaire. Corey Brewer, bien Il est sûr. champion avec Dallas, c'est vrai. Ouais, oui. Eh ben, il reste plus qu'un qui suis-je. Eh ben voilà. Nico, pour l'instant, 2-0. Hein. Putain. Mais on met tout sur le qui. À elle qui Ah, le suis-je. Sprewell Alabama, je vais pas m'en remettre. À elle qui suis-je, Corey pareil. Brewer. Pas de gourmandise, c'est plutôt simple. Je suis né en 1988 du côté de Sacramento. J'ai donc 32 ans. Mais je ne joue plus dans la ligue, actuellement du moins. Je fais ma fac du côté de Golden Bears de Californie, de 2006 à 2008, avant de me présenter à la draft la même année. Je suis drafté à la 21e position par les Nets. Ryan Anderson. Non, Ah. Courtney. T'as dit qui? Courtney. C'est faux. Mais non, Il était pas. Il était pas En 2008. 2008. 2008, c'était un rap, ça, non? Ben oui. Par New Jersey. Ouais. C'est pas Courtney qui est drafté Non, au New Jersey. Il est drafté. Où j'inscrirais 7,4 C'est points. Orlando, c'est Ryan Anderson. J'ai dit en plus au début. C'est Ryan Anderson? C'est Ryan Anderson, bah ouais. Ah. J'ai dit Ryan Anderson. Ouais, ça me faisait rire parce qu'il a bugué. T'as bugué? J'ai dit Ryan. C'est merci. bon. Allez, bravo. Ryan Anderson. Non, il se fait trade après contre Courtney. Eh oui. Voilà. Ah, Anderson, bravo. Courtney et Bon, Nico, Anderson t'as sont tout gagné, trade. hein. Belle branlée. Belle branlée. On est content que tu sois venu, en tout cas. Chapeau, monsieur. Chapeau, N'hésite pas à monsieur. revenir sur le First Day Show. Alabama, putain, Alabama. Bon, on se retrouve dès demain soir, 23h sur Twitch. Et puis après, on se retrouve en live vers 5h, 5h30 du matin. Voilà, de toute façon, on fera. Avec des yeux comme ça, Voilà, évidemment, mais c'est pas drôle. Hein. quel bonheur et puis de débriefer déjà ce premier match. Ça va être très chaud. Merci Nico d'être venu dans le First Day Show. Merci Tom, merci Thomas, merci Paul en régie. Merci à vous de nous suivre les copains. On se retrouve très rapidement sur la First Team. Rendez-vous demain soir pour les finales NBA, les gars. La pote de jus, allez. Oh, le boulot.